Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous attendons nos invités. Bonsoir. Alors, je vais accepter l'ordre. Bonsoir Laure. Ah, c'est en train. Ah, super, excellent, ça marche. Ça va? Oui. Ça va très bien. Je voyais les gens qui commençaient à se connecter et puis je voyais ton invitation, mais je sais pas, j'arrivais pas à cliquer sur accepter. C'est bon, c'est parfait, D'accord. ça fonctionne. On attend Ok. Noémie. Tu vas bien là? Super, et toi? Bah super, parfait, excellent. C'est une belle soirée qui s'annonce. Donc c'est très Exactement. ravi. Voilà, je vois tout le monde qui arrive et du coup j'essaye juste de surveiller quand Noémie arrive. Oui. Parce que donc ce soir, pour ceux qui ne le savent pas et qui nous voient déjà, nous organisons un live avec Laure Manel, ici présente, pour la sortie de Ce que disent les silences. Et nous attendons aussi Noémie Bianco, qui est la comédienne qui a lu le livre à voix haute pour la version parue chez Audiolib. Exactement. Alors j'attends encore peut-être une minute pour voir si elle arrive ici ou si elle nous rejoint peut-être un petit peu plus tard. C'est pas grave. Tu es toujours là, Laure? Laure, je crois que t'es perdue. Bonjour à tous, bonsoir. Alors tout à l'heure, Laure m'a dit qu'elle avait des petits problèmes de connexion, mais j'ai l'impression qu'elle va revenir très vite. Ne nous inquiétons pas. En attendant, je peux vous présenter le livre Ce que disent les silences, qui est donc paru chez Michel Lafon le 30 mars dernier. Et nous avons aussi la version audiolib qui est ici, qui est parue le 10 mai. Voilà. Laure Manel a terminé le live. Non, vous inquiétez pas, elle arrive. Ok, alors attendez. Ok. Voilà. J'ai invité Laure, ça arrive. Laure, tu es revenue? Oui, mais c'est bizarre, j'ai eu un truc live terminé. Ah, d'accord. J'ai vu, j'ai vu que Laure avait quitté. Ah bah voilà, super, Coucou, magnifique. Naïmi. De faire Coucou, ce Ça va? truc là. ça va et vous? Ça Eh ben, va super. Et super. toi? Ouais, très bien. Bon, bah c'est Et Caroline, si ça se reproduit, tu m'invites? oui, tout à fait. Peut-être que ce sera plus facile, parce que je savais pas trop comment revenir. C'est pour nous faire le coup de la panne, c'est tout. Ouais, voilà. Bon, bah super, je suis ravie de vous avoir toutes les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation Audiolib. On va pouvoir démarrer. Alors, je vais commencer par te présenter, Laure, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as été enseignante pendant longtemps et puis aujourd'hui, tu Oui, te consacres à l'écriture. voilà. Alors, on dit de toi que tu es une portraitiste tout en délicatesse et surtout une fine analyste du couple sur lequel tu poses un regard aussi tendre qu'acéré. Et surtout, en fait, on te connaît depuis La délicatesse du homard. C'est Mhm. le premier roman, pas le premier que tu as écrit, mais celui qui t'a fait connaître du grand public. Et puis ensuite, on a eu La mélancolie du kangourou, L'ivresse des libellules, et je vais peut-être pas tous les citer, mais on se réunit ici ce soir parce que est sorti le 30 mars dernier chez Michel Lafon Ce que disent les silences. Et en version audio, alors oui, je voulais présenter les livres, je les ai présentés tout à l'heure quand tu n'étais pas là, mais je les remettrai à la fin du live, bien entendu. Ah bah super, on a notre exemplaire. Ça, c'est la version papier. Et ça, c'est la version audio qui est parue un tout petit peu plus tard, le 10 mai. Voilà. Voilà. Et alors, ce soir, on a Ce que disent la silence, c'est ton 10e roman. Et ce soir, on a... 9e roman et 10e livre. Tu sais, j'ai un Ah oui, recueil. 10e. J'ai un intrus Alors, dans ma ah, bibliographie. exact. Et donc, ce soir, on est contente d'avoir aussi avec nous Mhm. Noémie Bianco.
Noémie, tu t'es formée au studio d'Anières, d'après ce que j'ai compris. On te voit régulièrement au théâtre et tu es également très active dans le domaine de la voix, notamment du doublage. C'est ta voix qui interprète Adèle dans le livre Ce que disent les silences et on est ravis de vous avoir toutes les deux pour pouvoir échanger des questions avec l'une, avec l'autre. Et est-ce que vous vous connaissez déjà toutes les deux avant de démarrer? On s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a pas longtemps en marge du Salon du Livre de Paris. D'accord. Donc voilà, Noémie m'avait contacté, donc on a pris un thé ensemble et on a fait une petite visite sur le salon. On a voulu aller voir Audiolib, voilà tout ça. Super, la grande famille réunie. Voilà. Alors, ce soir, ce live a lieu dans le cadre du mois du livre audio. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais effectivement, c'est la deuxième année consécutive que les éditeurs de la commission livre audio du Syndicat national de l'édition organisent cet événement autour du slogan « Lire, ça s'écoute ». Il y a eu plusieurs temps forts, notamment une rencontre avec les jurés du prix Audiolib 2023 et la lectrice du livre de sa préférée de Sarah Jolien Fardel. Il y a eu une rencontre avec les lycéens de l'Académie de Strasbourg avec Mathias Malzieu. Il y a eu un marathon de lecture à la Maison de la Poésie à Paris. Et il y a nous, ce soir, toutes réunies pour Ce que disent les silences. Alors ce soir, on va partir sur l'île d'Ouessant. Je ne dévoile rien. C'est parti. Un bouleversant roman au goût iodé avec des secrets bien gardés et puis des tempêtes d'émotions. Laure, est-ce que tu veux nous raconter de quoi parle ce roman ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? Tiens, première question. Ah bah tiens, vas-y, je t'écoute. Tu vas faire ça très bien, je suis sûre. Ok. Alors, le roman démarre en septembre 2000. Adèle, ton personnage principal, elle est photographe à un mariage lorsqu'elle est dérangée par un coup de fil de sa tante Ghislaine qui lui apprend que son papa est décédé. Alors, elle ne parlait plus à son père depuis un petit bout de temps déjà, mais néanmoins, une fois la mort de son père donc annoncée, elle doit se rendre à son domicile pour vider l'appartement. Et en fouillant dans les coins et les recoins, elle découvre des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa maman qui a disparu quand elle avait 4 ans. Au tout début du livre, en fait, Adèle comprend que pour découvrir la vérité, elle va devoir partir de l'île d'Ouessant où elle est née et où elle n'est jamais revenue depuis qu'elle l'a quittée. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'intrigue ou est-ce que c'est les personnages? Laure. Alors, c'est avant tout le lieu déjà, vraiment. Ouessant, c'est une île où j'avais posé le pied vraiment vite fait en 2016 et où je m'étais dit que je reviendrais et surtout j'écrirais vraiment un roman dessus parce que ça apparaissait un petit peu dans la délicatesse du homard mais sans plus. Et il se trouve que j'ai eu un genre de déclic à propos d'Ouessant il y a à peu près 2 ans devant une émission et je me suis dit mais oui, il faut absolument que j'écrive un roman qui est pour cadre cette île incroyable. Donc je me suis rendue 4 fois l'année dernière pour les besoins du roman. Donc j'ai aussi découvert là son histoire, ses traditions et j'ai creusé pas mal de choses. Et j'avais en tête de toute façon par contre le thème principal du secret de famille, voilà. Et aussi une idée de ce fameux secret. Donc j'ai un peu mixé tout ça. Et l'intrigue s'est assez vite finalement ficelée dans mon esprit, enfin plus vite que je pensais. Je pensais que j'allais un peu galérer, on va dire, à assembler les pièces du puzzle et finalement ça a été assez naturel et ça s'est fait plus facilement que ce que j'aurais pensé. Est-ce que c'est la première fois que c'est vraiment un lieu qui t'inspire et ensuite tu dois construire l'intrigue autour ou est-ce que Oui, parce que alors j'aime bien avoir des romans qui ont un cadre que je connais et que j'aime, mais là le lieu c'est plus qu'un lieu, j'ai envie de dire, c'est presque un personnage à part entière et donc le roman tourne vraiment autour de ça et cette histoire, je pense, n'aurait pas été la même ailleurs, même sur une autre île bretonne, hein, parce que parmi les îles bretonnes, Ouessant, ça reste une île que je trouve complètement à part. Déjà parce que c'est la plus lointaine, la plus occidentale, la plus sauvage, enfin tout ça. D'accord. Bon, alors on y reviendra. Et le jour de la sortie du livre audio, j'ai vu que, puisque du coup je vous ai suivi toutes les deux pour savoir comment vous en parliez, et j'ai vu que tu avais dit que Noémie y avait mis tout son cœur et son talent. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Eh ben, je sais qu'en fait, bon, je sais déjà que, comment dire, Audiolib, en fait, ça va peut-être intéresser les gens. Moi, il m'envoie un casting voix, en fait, en amont de l'enregistrement pour que je prenne part au choix de la comédienne. Donc, ils font passer des essais à des comédiennes ou comédiens éventuellement. Et donc, moi, je reçois des fichiers son et j'écoute et je choisis finalement la voix qui m'interpelle le plus, le timbre, enfin tout quoi. Enfin, c'est voilà. Donc cette année, voilà, j'ai choisi j'ai choisi Noémie. Et puis voilà, Audiolib, ils m'ont dit qu'elles étaient empirées du texte de façon très naturelle, etc. Ils étaient super contents.
Et puis en plus, à l'issue, alors moi j'avais pas encore écouté le résultat, mais à l'issue justement de sa lecture et de l'enregistrement, Noémie m'a envoyé la veille de Paris, du salon du livre, m'a envoyé un petit mot super sympa, me disant en gros que je crois elle peut confirmer que voilà, l'histoire lui restait en tête, mon héroïne lui restait en tête de façon très prégnante. Voilà. Je sais pas si tu veux ajouter un petit quelque Non, chose, Noémie. mais c'est vrai, c'est grâce à ce message, et en fait, j'ai bien fait d'oser te le dire, comme ça nous a permis de nous rencontrer. Voilà, exactement. Du coup, C'est vrai que cette lecture est arrivée pile au bon moment dans ma vie, et j'étais vraiment très très heureuse de raconter l'histoire d'Adèle, de m'emparer aussi des autres personnages qui sont tous intrigants, émouvants, et c'était vraiment un chouette moment. Merci. alors, ça va peut-être vous faire bizarre, mais effectivement, je vais préciser quand je pose la question à Laure ou à Noémie, ce qui ne vous empêche pas de rebondir, bien sûr, mais parfois, avec le live, il y a des petits... Voilà. Du coup, Noémie, ça me permet de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, finalement, dans ce roman? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est les personnages, justement? Je me suis très très vite, très très fort attachée à Adèle. D'accord. On a le même âge, plus ou moins. Il y a eu un truc, un peu un effet miroir où j'avais. Elle me plaisait, quoi. Elle me plaisait. J'aimais bien son tempérament un peu frondeur, une très très grande sensibilité aussi. Adèle, au début du roman, elle a des maux de ventre. Ça me questionnait beaucoup. Je sais pas, une forme de féminité un peu explosive qu'elle savait pas très bien gérer, qui m'a beaucoup plu. Après, j'étais assez sensible aussi à l'ambiance de l'île, l'ambiance de la Bretagne, bien sûr, mais au-delà de la Bretagne, le fait d'être sur une île. Et autour de nous, il y a de l'eau. Et si on veut aller sur le continent, il faut prendre un bateau. Enfin, tout ça, ça demande une organisation. Donc, il y a un effort à faire pour s'y rendre. Et il y a un effort aussi pour en partir. Et puis après, il y a l'intrigue familiale et les secrets, les silences, ces fameux silences qui sont inhérents à chaque famille. Et donc, on peut très vite lancer des ponts, on peut s'identifier, on peut très vite avoir de l'empathie, en fait, pour tous ces gens-là, qu'on fait ce qu'ils ont pu, en fait. Bien sûr. Alors, juste, parce que du coup, je regarde les petits messages en réaction en direct. Il y a lectrice de mots 2 qui dit qu'elle est en pleine écoute de l'audio et que Noémie est fabuleuse. Ah, fallait quand même. C'est cool. Si on n'aime pas, on le dit pas, c'est plus sympa. Ouais, du coup, quand on le dit, ça vaut le coup d'y aller à voix haute. Oui. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le live, évidemment. On a préparé des questions que vous nous aviez envoyées en amont, mais on peut aussi répondre en direct. La spontanéité, c'est bien. Super, très bien. Alors, on a prévu un extrait à lire à voix haute par Noémie. Et je propose qu'on démarre dès maintenant, si tu es prête, Noémie. Oui, puisque je l'ai sous les yeux. Cette lecture se situe au tout début du roman, chapitre 4. Et du coup, voilà, on va te laisser la parole. Est-ce que, Laure, tu veux situer le moment l'arrivée du chapitre ou c'est juste au début, en fait, hein. Ouais, c'est vraiment au tout début, chapitre 4. En plus, je fais le chapitre hyper court. Donc, en fait, juste pour dire, dès le chapitre 1, on a Adèle qui est sur le bateau. Donc, elle est déjà en partance pour Ouessant. Et on revient... Enfin, voilà. Elle vient d'apprendre, justement, elle vient de recevoir le coup de fil de sa tante Ghislaine à ce moment-là. C'est à toi. En fait, oui. J'ai pas très bien expliqué parce que oui, elle est sur le bateau dès le premier chapitre, mais il y a un flashback qui fait qu'on la retrouve finalement au mariage qu'elle a, parce qu'elle est photographe, on l'a pas dit. Elle est photographe notamment pour des mariages et donc on revient en arrière au moment où elle a appris le décès de son père et c'est là. Elle prit 2-3 minutes sur ce banc, le temps de réaliser. Mais il lui faudrait bien plus que ces 2-3 minutes en réalité. Parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à y croire. Pierre n'était plus. Il avait quitté la vie comme ça, un jour de septembre, discrètement, chez lui, seul. Et elle ne le reverrait jamais. Quand l'avait-elle vu pour la dernière fois? Ce devait être au mariage de Stéphanie, justement, la fille de Ghislaine. Adèle avait failli ne pas venir. 2 ans qu'ils étaient fâchés. 2 ans. Ou 20. Elle avait l'impression d'avoir été fâchée très tôt contre lui. Peut-être même depuis toujours. Mais pendant longtemps, elle n'avait pas vraiment coupé les ponts. Jusqu'au jour de ses 28 ans. Ils
ne l'avait pas appelée. C'était la première fois qu'il l'oubliait. Elle avait été blessée, puis en colère. Alors comme ça, il n'avait plus de fille, eh bien, elle n'aurait plus de père. Ce qui était assez vrai de toute façon, puisqu'elle avait cessé de vivre avec lui dès ses 8 ans. Et puis, parce qu'il avait été absent, négligent, indifférent, il n'avait jamais été le père qu'elle aurait aimé avoir. Un père qui est là, qui assume, qui fait tout pour ses enfants, sa fille unique en l'occurrence, qui se bat, un père normal, qui fait au moins ce qu'il peut, qui se soucie de sa progéniture. Mais il n'avait pas su être ce père. Et c'était pour cette raison que très tôt, elle ne l'avait plus appelé papa, n'avait même plus dit mon père. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée chez sa tante Ghislaine, sans quoi elle aurait été placée. Il y avait eu un conseil de famille et la mère Chardon, la grand-mère paternelle d'Adèle, avait pris sa fille entre quatre yeux pour lui parler du devoir qui lui incombait. Pas le choix. L'honneur de la famille était en jeu. On n'abandonne pas ses enfants. Ghislaine avait sans doute râlé. Qui allait devoir s'occuper d'Adèle, la nourrir, l'éduquer? Elle avait déjà 4 mioches et on lui en refilait un autre. Sa nièce, une gamine au fort tempérament, aux yeux bleus et au regard noir. Adèle avait quitté l'appartement de son père un jour de mars 1975, avec l'étrange sentiment de l'abandonner autant qu'il l'avait abandonnée. Ils s'étaient mutuellement laissés. Ils auraient dorénavant leur vie, chacun de leur côté. Elle à la ferme, à la campagne, lui dans son appartement lugubre, avec ses bouteilles. Son professionnalisme l'emporta. Adèle se leva. Ses tremblements avaient cessé, mais pas le bruit de ses pensées. Elle s'attendait si peu à la mort de son père. Et c'était arrivé là, en une seconde, au milieu d'un mariage, comme une incongruité. Elle ne parvenait pas à s'habituer à cette idée. Elle n'avait plus de père. Elle n'avait plus de parents. Son étiquette d'orpheline marquait sa peau plus fort tout à coup. Des bribes de son enfance remontaient par rafales, de vagues souvenirs, des scènes oubliées. Elle éprouva le besoin de se rafraîchir avant de reprendre son reportage. Elle marcha d'un bon pas vers le manoir, partit à la recherche des toilettes, les trouva. Fit couler l'eau du robinet sur une feuille de papier et tamponna son visage. Si elle avait pu, elle aurait plongé la tête sous l'eau, qu'elle aurait laissé ruisseler longtemps. Mais elle se devait d'être impeccable. Ça doit rien changer à la suite de cette journée, se dit-elle en fixant le miroir d'un air déterminé. Elle se redressa, s'efforça de retrouver une contenance, puis sortit. Personne ne semblait avoir cherché la photographe. Les gens profitaient du cocktail à l'ombre des arbres et des parasols et l'avaient apparemment oubliée. Tant mieux. Adèle reprit son travail. Un quart d'heure tout au plus s'était écoulé depuis qu'elle s'était mise à l'écart. Elle passa de groupe en groupe, immortalisa des moments, des attitudes, des sourires, enchaînait les pellicules, alternait entre noir et blanc et couleur, avec ses 2 appareils. Au bout d'1 heure, les parents des mariés décidèrent que c'était le moment idéal pour la photo de groupe. Le temps de rassembler tout le monde, de retrouver les enfants éparpillés un peu partout, Adèle eut quelques secondes de répit. Si elle avait presque oublié la mort de son père pendant l'heure qui venait de s'écouler, celle-ci lui revint aussitôt. Elle était restée là, tapie en elle, grave d'une certaine manière, parce que ça l'est toujours. Mais pas plus que ça non plus, à cause de leur histoire, à cause de leur relation ratée, à cause du fait que ça ne changerait rien à sa vie de tous les jours, à son sentiment de ne plus avoir de père depuis longtemps. Adèle constata cela, son manque de tristesse, au fond, une sorte de détachement, non pas d'indifférence, mais de lassitude. Et cette certitude que rien ne pourrait être rattrapé,
était trop tard. Peut-être qu'il était avant tout l'heure des regrets. Merci Noémie. Alors, Laure, qu'est-ce que ça fait de s'entendre lire à voix haute? Eh ben, je suis pas surprise puisque j'ai écouté une partie du roman déjà. En revenant du salon de Limoges, là, il y a une semaine, j'ai écouté le début du roman. Donc du coup, voilà, je me suis faite à la diction de Noémie, à sa façon de raconter l'histoire, tout ça. J'ai éclaté de rire à un moment, je sais plus, ça devait être dans un dialogue, enfin bref. Donc, non, c'est super. Après, c'est marrant parce qu'évidemment, quand on écrit, on entend l'intonation des phrases et évidemment que ça colle pas exactement, puis ça ne peut pas coller exactement de toute façon. Donc c'est marrant parce que il y a des effets différents forcément. Donc il faut se mettre dans le oui, faut se refaire l'oreille un petit peu. Et toi, Noémie, qu'est-ce que ça fait de lire un extrait devant la romancière en elle-même? Parce qu'en fait, tu étais dans ton studio. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai que quand on est en studio, on a le casque sur les oreilles, il y a l'ingé son qui est même pas dans la même pièce que nous. Bon, il nous entend, il a notre voix dans les oreilles, donc on se dit, bon, faut quand même qu'on soit pas trop chiante, hein, parce que ça dure longtemps. Mais on est assez seul en fait. On est seul et puis on se crée son monde. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être entourée par les personnages, par les vagues, par l'atmosphère d'Ouessant. Et puis on pense pas tellement au résultat au moment où on le fait. On fait le truc, quoi, et puis on fait aussi confiance à l'ingé son qui lui a le retour en direct, quoi. Donc si on accroche, on recommence et tout ça. Mais c'est vrai que c'est agréable de laisser filer, quoi. C'est agréable de pas s'arrêter et de rentrer, plonger dans l'histoire. Après là, je m'étais pas tellement préparée à lire devant Laure et c'est vrai que c'est bien, on a la protection de l'écran, mais c'est sûr que ça fout les pétoches parce que c'est tellement intime une écriture. Et moi, à la fois, c'est intime aussi ce que je mets dans ma lecture. Bien sûr. Mais d'un coup, c'est comment ça se rencontre ou ça se rencontre pas. Et je crois que c'est au-delà d'une qualité de lecture parce que bon, ça va, j'ai appris à lire, hein, mais c'est pas ça en fait qui compte. Est-ce que ça t'arrive, toi, alors, de lire à voix haute une fois que tu as terminé ton manuscrit, peut-être pour voir si les dialogues sonnent bien? Je fais toujours une lecture à voix haute vers la fin, la dernière ou l'avant-dernière lecture, vraiment, tu sais, sur PDF, quoi, les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves, avant impression, parce que mine de rien, quand on s'écoute, déjà, on entend plus les répétitions éventuelles. Enfin, moi, je fais beaucoup de répétitions voulues, mais il y en a quand même des fois qui peuvent éventuellement ne pas bien passer, et on s'en rend compte en les écoutant, en fait. Donc oui, je fais toujours une lecture à voix haute, mais en général une seule. D'accord. Et donc, je mets le ton tel que je l'entends. Après, c'est plus ou moins monocorde, ça dépend à quelle phase je suis. Alors là, il y avait plusieurs réactions effectivement sur la lecture. Hein. Merci de cet extrait, Noémie, parce que ça plaît beaucoup. En revanche, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion sur Ghislaine. Du coup, je voudrais oui, j'ai vu. Personnage. Pas gentil. Assez bourru ou quelque chose comme ça. Comment on se met dans la peau des personnages? Parce que du coup, c'est Adèle qui raconte, mais effectivement, il y a des dialogues. Noémie, comment tu te prépares à interpréter ces personnages? Parce que est-ce que tu as reçu des consignes de là ou est-ce que c'est juste ta lecture et ton interprétation du roman qui t'ont fait mettre dans la peau des personnages, dans les dialogues? Non, c'est vrai que j'ai pas reçu de consignes. À la fois, ça serait intéressant, ça demanderait un autre travail. Il faudrait un travail préparatoire, en fait. Alors que là, le travail préparatoire, finalement, je l'ai fait seule. Mais les personnages, ils sont... En fait, c'est juste les mots. Moi, de toute façon, comme matière, j'ai juste des mots sur du papier. Comme j'ai ces situations-là. Ouais. Et ils ont tous... C'est ce que j'ai apprécié aussi dans l'écriture, c'est que chaque personnage a sa façon de parler, une manière de s'exprimer. Et donc, forcément, à partir de là, ça fait travailler l'imaginaire. Et Ghislaine, oui, elle est un peu bourrue, mais il faut la comprendre aussi. C'est vrai qu'elle avait 4 mioches. C'est vrai que c'est la tante, donc elle a quand même perdu sa sœur. Il y a quand même beaucoup de douleur autour de cette histoire. Et parfois, la douleur, ça fait faire des choses pas bien. Hein. Bien sûr. Puis tous les parents, même les parents adoptifs, tout le monde fait des erreurs, quoi. Mais non, là, je m'égare un peu. Oui, tu t'es trouvée sur la sœur. Non, c'est le texte. C'est le texte. Voilà. Il y a une question qui est posée qui te demande si tu as lu le livre avant de le raconter en audio.
Oui, je l'ai lu. Quand je le dis, je m'en fous. Je l'ai lu. J'ai pas lu les 20 ou 30 dernières pages. Okay. En fait, je l'ai lu parce que c'était important de m'imprégner un peu de l'écriture, de voir aussi la façon d'écrire. Et puis, c'est important de le préparer aussi pour... on perd moins de temps après en studio. On sait où est-ce qu'on va respirer. On a bien le sens de chaque scène. On a les situations. Donc, ça va plus vite aussi pour créer les personnages. C'est plus rapide. Donc, c'est important de le lire en amont. Mais comme j'aimais beaucoup l'écriture, je me sentais assez à l'aise au bout d'un moment. J'avais pas envie de connaître la fin. J'avais envie de me laisser cueillir aussi D'accord. par l'émotion de la fin. Du coup, Laure, on va revenir sur l'histoire et sur les personnages plus en détail. Mais comme on parlait de la fin, est-ce que quand tu démarres un roman, tu sais comment il va finir, en particulièrement celui-ci, ce que disent les silences? Ça dépend vraiment des romans. Au début, je cadrais beaucoup mon écriture et j'avais un peu toutes les étapes ou même une liste de scènes et tout ça. Et de plus en plus, j'ai tendance à me laisser porter par mon histoire et mes personnages et ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont envie de vivre quelque part, un peu comme s'ils étaient vivants. Ou du moins, j'ai l'impression d'être au cinéma et de pas forcément connaître la fin. Donc, je vois les scènes finalement défiler sous mes yeux. Et finalement, quasiment la veille d'écrire le dernier chapitre, j'avais cette idée de scène que j'ai finalement utilisée, mais je n'étais pas complètement certaine que ça se terminerait de cette façon. D'accord. Il y a toujours des moments où il y a des choses qui nous échappent, où les personnages agissent d'une manière qu'on n'avait pas forcément prévue. Je me rappelle d'une scène où à un moment, euh, Adèle discute avec Philippe, et puis bon, voilà, c'était censé être une discussion, et en fait, ils se disputent. Mhm. Ça vire, et j'avais pas du tout anticipé ça en fait. Donc c'est marrant, c'est très étonnant. Ouais, c'est plutôt Donc voilà. d'être surprise. Ouais, c'est super. Mais oui, et l'écriture est pleine de surprises. Alors du coup, on a fait connaissance avec Adèle. Quand Noémie a lu, elle parlait de Pierre, donc son papa, elle l'appelle Pierre, en effet. Sa mère, qui s'appelle Nolwenn, elle a disparu quand elle avait 4 ans. Et donc là, elle retourne sur l'île d'Ouessant. Donc il faut, à un moment donné dans l'extrait, tu écrivais, ils s'étaient mutuellement laissés, Mm. Adèle et son père. En fait, ils n'étaient pas fâchés, ils s'étaient laissés. Je trouvais que c'était assez joli comme Oui. écriture. Enfin, ils se sont laissés quand elle avait 8 ans, mais quand elle avait 28 ans, pour le coup, ils se sont vraiment enfin, un peu plus fâchés, quoi. Enfin, à partir du moment où il souhaite pas son anniv et qu'ils se revoient au mariage, mais ils se parlent à peine. Enfin, en gros, elle considère qu'ils sont fâchés, ils ont plus de Alors, lien. Mais Adèle, parce qu'elle a... ouais. Non, Oui, pardon, donc elle a quitté Ouessant très jeune avec son oui. papa, un peu après les événements, et puis elle n'y est jamais retournée. Et aujourd'hui, donc le début du roman, le premier chapitre, tu disais, elle est sur le Frommer, je suis comme ça qu'on dit, Fromveur, ouais. Les Fromveur. à Ouessant, parce que donc, suite au décès de son père, elle a découvert un secret et elle a décidé d'éclaircir toute la vérité. Comment elle va s'y prendre, Adèle? Enfin, tu vois, comment toi, tu as formulé les choses pour que Adèle ait cette énergie de retourner à Ouessant, là où elle est née, mais qui était finalement un peu un endroit impossible sur lequel retourner, même un mot tabou dans la Oui, famille. c'était un mot tabou qu'elle n'avait pas le droit de prononcer, parmi d'autres. Hein. Elle n'avait pas le droit de prononcer le nom de sa mère, de dire maman, de parler de mort, de ses grands-parents maternels, de l'île d'Ouessant. Donc voilà, il y avait toute une somme de tabous dans cette famille euh, avec son père, et qui n'était pas forcément abordée non plus chez Ghislaine et son mari. Et bon là, avec la découverte des lettres, et voilà, Pardon. elle se force, enfin elle se force, elle se dit que elle a besoin de trouver les réponses, et les réponses, elles sont forcément là-bas. Donc quelque part, elle va dépasser son aversion première pour aller chercher les réponses et finalement mener son enquête, parce que c'est avant tout une histoire d'enquête. Au final, elle va à la recherche de la vérité. Et comment elle va s'y prendre? Bah, elle sait très bien qu'à un moment, il va falloir qu'elle retrouve sa grand-mère maternelle, qu'elle n'a pas vue depuis 30 ans. Et elle se doute bien que ça va sans doute être plus une confrontation qu'autre chose, quoi. Elle va pas être accueillie à bras ouverts, surtout qu'elle a donné aucune nouvelle pendant 30 ans. Alors que adulte, elle aurait pu se dire, allez, je retourne les voir, ou je sais pas, je passe un coup de fil, j'envoie un courrier, voilà. Et c'est pendant 30 ans, ça a été le silence complet de chaque côté, quoi. Donc évidemment, oui, elle va pas être très très bien accueillie. D'ailleurs, au début, elle a prévu de rester très peu de temps, en fait. Elle a Oui. besoin d'élucider. Elle a un plan, comme elle dit. Et finalement, son plan, il n'est pas très clair. Et Non, il est effectivement, quand elle arrive pas calme. haute, chez Michel et Ouais. Michel, et elle commence par découvrir l'île, finalement, avant même de chercher Oui, je pense qu'en fait, ouais,
En fait, elle a quand même quelques petites contradictions, Adèle. Et donc, à la fois, elle est très pressée de découvrir la vérité et de repartir aussi vite qu'elle est venue. Et à la fois, elle a tellement peur de cette confrontation avec sa grand-mère qu'elle va reculer le moment et qu'elle va se dire, bon, bah, puisque je suis là, autant que redécouvre l'île et que, voilà, que j'en fasse le tour. Donc, elle va commencer par faire ce tour de l'île en plusieurs jours parce que, voilà, l'île, ça fait à peu près 35 kilomètres de périmètre. Donc, ça se fait, bon, ça peut se faire en une journée. Il faut être quand même un très, très bon marcheur. Donc voilà, elle va prendre son temps pour essayer de retrouver les lieux et puis voilà, retarder ce moment qu'elle craint en fait. Et à un moment, Ouais. elle y va parce que quand même c'est quelqu'un de déterminé. Ouais. Alors justement, elle est donc hébergée chez Michel et Michel. T'as pas été très sympa alors avec la comédienne pour, pour ce choix? Ah ouais, Parce que du coup, dans c'est vrai. la version audio, Oui, Noémie, j'ai remarqué que quand c'était Michel féminin, tu accentuais le E, oui, Michel le. oui, Ça a été décidé avec Audiolib, en oui, fait. je me doutais. Je Ouais. me suis doutée. Et c'est marrant parce que moi, quand j'écris, je pense toujours à la version audio. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré. Par exemple, j'aimerais écrire un livre qui se passerait en Islande, mais je sais déjà que je ne pourrais pas parce que les lieux, enfin, c'est complètement imprononçable. Donc, je pense toujours à la version audio, à quel point que voilà, je peux me bloquer sur certains trucs. Et Michel, oui, je me suis doutée, je me suis dit, bah oui, peut-être qu'à l'audio, ça va être un peu compliqué. Mais finalement, c'est un bon choix, je pense, parce que moi, c'est clair. Ouais, on a essayé, on n'était pas tout à fait sûr et en fait, c'était ludique aussi. Mm. Enfin, Oui. quand on sait qu'on parle de Michel, on n'a pas besoin, mais c'était marrant Mm. de l'accentuer un petit peu, Oui, quoi. de jouer à fond finalement. Surtout qu'ils sont Oui. sympas les deux. Et alors justement, Ils sont à fond, il y a à Ah fond, ouais, ils sont. dans le film, y avait-il du breton dans le livre? Comme Oui. on est sur la prononciation des mots, effectivement, dans le livre, il y a plusieurs mots bretons. Mm. Comment s'est passé ça? Laure, t'as pensé aussi à la lecture audio quand tu les as écrits? Ah bah, complètement. Complètement. Surtout que j'ai déjà écouté un livre audio où Créache était dit Créar. Et alors c'est vrai qu'on peut dire Créar en breton. Il y a certains lieux de Bretagne où Créache se dit Créar, mais à Ouessant, Créache se dit Créache. Donc on peut pas l'inventer, mais en l'occurrence, donc moi je tenais à ce que les mots soient bien prononcés et surtout prononcés, on va dire à la ouessantine. Et il se trouve que pour les besoins du roman, j'ai été en contact très régulier avec un Ouessantin pur souche né à Ouessant, qui a vécu au pied du phare justement, qui s'appelle Christian, dont je parle à la fin du livre. Et c'est Christian qui m'a bien, comment dire, qui m'a donné les prononciations des mots que j'ai noté dans un tableau et puis je me suis enregistrée tel qu'il m'a dit les mots et j'ai transmis à Audiolib qui a transmis à Noémie et j'ai transmis aussi les coordonnées de Christian au cas où il y a eu un oubli. Moi, il m'a dit mais qu'il n'hésite pas à m'appeler. Enfin bref. Donc on a essayé de faire les choses vraiment le plus sérieusement Ah possible. ouais. Et alors, comment tu as reçu ces petites consignes en amont? Ah bah, c'était chouette. C'est vrai qu'on l'a appelé une fois, Christian, D'accord. pour être sûr, quoi. On n'était pas sûr. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage de ne pas être précis sur ces choses-là. Ça fait un peu sortir, je trouve. Donc, non, c'était rigolo. Ça crée encore plus l'atmosphère. On avait encore plus l'impression d'être sur l'île. Mm. Oui, justement, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, ben, Lille, c'est un personnage à part entière. On y reviendra tout de suite après. Je voulais vous demander, enfin, je voulais qu'on parle de Pierre après avoir parlé d'Adèle, donc de son papa, puisqu'en fait, il ne l'a pas élevée à partir d'un certain âge. Elle était quand même assez jeune, mais ils sont restés en contact jusqu'à la rupture définitive. Et en fait, quand elle retourne donc, dans cet appartement, elle trouve des lettres, et notamment une lettre qui lui est adressée. Comment t'es venue cette idée, Laure, en fait, du père qui, post-mortem, s'adresse à sa fille, finalement, puisque cette lettre, il l'a jamais faite. Et comment tu t'attendais à ce que le lecteur reçoive cette information? Bah, disons que c'était vraiment le point de départ on va dire, du lancement du secret, enfin en tout cas du lancement de la quête. Donc il fallait bien qu'elle comprenne que fallait qu'il y ait ce point de départ de ah il y a un souci, on m'a menti, il y a une vérité à découvrir, donc voilà. Et donc c'est une lettre effectivement qu'il aurait dû lui envoyer un peu après ses 30 ans et qu'il a pas eu le courage. En fait, en gros, elle la trouve quasiment à l'état de brouillon et il a pas eu le courage de lui envoyer, donc elle est restée dans ses papiers au milieu de plein d'autres lettres, de cartes postales et tout ça. Donc oui, elle la découvre. Il l'avait mentionné dans une lettre d'ailleurs à Jean, enfin bref, le grand-père. Et donc elle trouve cette lettre. Donc évidemment, ça lui fait un choc. Et puis en plus, ce qu'il dit dedans et ce qu'il sous-entend, voilà, ça la choque d'autant plus. Et en même temps, ça, comment dire,
ça la choque aussi par rapport à la tendresse qu'elle voit aussi dans les mots de son père et où elle se dit que quelque part ils se sont complètement ratés quoi. Enfin, son père c'était devenu un étranger pour elle. Elle avait pas mal de rancune à son sujet et comment dire, elle a pas spécialement envie de lui pardonner justement ce en quoi il a été un père insuffisant, Finalement, carrément voire carrément pas, il est pas toxique mais absent et il a pas su l'élever, il a pas su être là, il a voilà avec ses problèmes d'alcool, etc. Il s'est noyé dans son chagrin et peut-être qu'elle perçoit ça comme une espèce d'égoïsme, voilà. Mais donc voilà. Bref, ça n'empêche que c'est le point de départ. Il fallait bien en passer par là pour qu'il y ait cette espèce de tremplin vers Ouessant. Sinon, j'avais pas de point de départ. oui, Enfin, je sais pas comment répondre autrement à ta question. finalement, c'est le déclic sentimental qui fait que ça lui a donné l'énergie de se rendre à Ouessant. Oui, puis ça l'interpelle parce que quelque part, toute sa vie, elle a senti une espèce de poids sur ses épaules ou un truc pas clair au-dessus de sa tête. Et donc, tout à coup, elle comprend, bah oui, il y a un mensonge initial et il va falloir aller le découvrir pour peut-être enfin avancer. Parce qu'on l'a pas trop dit, mais Adèle, professionnellement, ça va, mais sentimentalement, au niveau de son lien avec les autres, c'est pas trop ça, quoi. Ni en amitié, elle a très peu d'amis, ni en amour où comment dire, elle a plutôt un homme par-ci, un homme par-là, et dès que ça devient sérieux, elle a peur de l'engagement, elle veut pas avoir d'enfants, enfin bref, donc ça marche jamais. Elle a un chat. Donc elle est dans cette impasse en fait. Voilà. Oui, je disais quand même, elle a un chat qui lui tient Oui, compagnie. elle a un chat, Bien bizarrement. Lolita. Oui. Et du coup, quand j'ai découvert cette lettre, et alors moi je l'ai lue donc en version papier et en version audio, et je voulais te demander, Noémie, finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile ou au contraire le plus agréable à lire? Est-ce que c'est un passage descriptif? Est-ce que ce sont des dialogues? Est-ce que c'est une lettre? Parce que dans une lettre, tu mets aussi une intonation qui est particulière. Moi, j'adore les lettres. Ouais, j'adore les lettres. Mais après, tout a été agréable. Enfin, les lettres sont agréables aussi parce qu'elles ont été bien amenées. Donc, ça veut dire que j'ai pris plaisir à amener aussi la lettre. C'est dur de choisir quand même. Ouais, d'accord. Ok, en tout cas, c'est très bien interprété au niveau des lettres. La narration, c'est chouette aussi. Hein. La narration, on plante le décor, on prend le temps de rencontrer les personnages et puis après, les dialogues, on est au présent. C'est dedans. Et puis c'est plus vivant. Ouais, c'est comme on prend une loupe, quoi. Ouais, je sais pas. Mais la lettre, je trouve qu'il y a les lettres, elles sont très très bien écrites là parce qu'elles ont toute une pudeur vraiment très très belle et elles sont très très émouvantes. D'ailleurs, l'ingé son, il y a versé une petite larme quand même. La lettre de Marie. Oui. Oui, moi je trouve que c'est le moment le plus émouvant du livre, mais on va pas en dire plus. Mais moi c'est c'est le moment qui m'émeut le plus dans le livre. T'arrives à t'émouvoir toi-même? Donc. Enfin, en tout cas, ce passage-là, oui, parfois, oui, évidemment. Après, c'est marrant parce que j'ai des romans qui, entre guillemets, qui font pleurer mes lecteurs, ou en tout cas à certains moments. Et moi, j'ai pas forcément non plus des larmes en écrivant, tu vois. Je ressens les émotions, mais je suis tellement dans mes personnages que je sais pas comment dire. Alors que là, oui, c'est plutôt à la relecture qu'à l'écriture, moi, en fait, que je ressens des émotions. Ça m'avait fait la même chose à la fin du Homard, par exemple. Pareil, il y a une lettre à un moment. C'est plus là que en relecture. Mais même des fois, la 10e relecture, quoi, ce qui est un peu bizarre. Mais non, mais parce qu'en fait, tu as de plus en plus de distance, peut-être avec le texte que tu as écrit, et du coup, tu le reçois. Et ouais, d'ailleurs, peut-être. Noémie, tu avais fait une interview pour la sortie du roman, ouais. et tu as dit que plusieurs fois, il t'a donné envie de pleurer, comme il t'a fait sourire avec beaucoup de tendresse. Ah bah, rejoint oui, tout à fait ce que tu confirmes? Oui, je confirme. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est très tendre. Les ouais. relations entre les personnages, elles sont dures, mais il y a toujours beaucoup de tendresse. Alors, typiquement, ça nous amène à Marie, la grand-mère. Dure et avec beaucoup de tendresse. T'es d'accord, là? Oui. Enfin, la tendresse tarde un peu à venir, mais c'est une femme, alors déjà, c'est une pure ouessantine qui a vraiment vécu une vie, enfin, difficile, avec des deuils, avec des épreuves vraiment difficiles. Je pense qu'on peut dire, oui, il y aura un replay. Il y a toujours un replay dans ces cas-là. Oui, il y aura un replay. Et ah oui, quelqu'un qui demandait de quel livre on parlait. Donc c'est quand même ce que disent les silences, voilà. Mais on parle de la version audio, voilà.
Et oui, alors Marie, elle est faite de la dureté des roches de l'île, de la météo de l'île qui est quand même, enfin, faut y aller en hiver, quoi. Ouessant, c'est quelque chose de dingue, et de tout ce qu'elle a vécu de difficile. Donc en fait, elle a une carapace énorme. Et et puis en effet, quand Adèle arrive, ben, avant tout, elle lui en veut de pas être arrivée plus tôt. Elle se dit, ben, elle a attendu 30 ans, c'est trop tard. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit, quoi. C'est trop tard. Donc évidemment que la création du lien comme ça sur le tard va pas se faire en une journée, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est pas la seule qui lui dit qu'elle arrive tard. En fait, elle finit par revenir, mais elle revient tard, comme tu disais tout à l'heure. Il y a Olivier aussi, qui était son ami Mmh. d'enfance. Parce que du coup, quand elle était jeune, Adèle, elle habitait au phare du Créache. Oui. J'ai bien prononcé. Et il y avait d'autres familles, et notamment donc Olivier. Et à un moment donné, donc Olivier lui dit, la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. Tu cites Lennon. C'est tout Mmh. ça, en fait, ce roman. Oui, bah complètement, parce que oui, ils changent tous un peu de trajectoire dans leurs rapports familiaux déjà, dans leur rapport aux autres et tout ça. Alors, évidemment, on va pas raconter la fin ni toute l'évolution d'Adèle, mais il se passe, enfin, chacun évolue avec ses retrouvailles finalement qui va redéfinir et leur lien et même leur vie, leur quotidien pour certains. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je me demande si je l'ai pas perdu en cours de Non, route. mais c'est ça. Et puis Olivier, enfin, suite à ça, parce que donc Mm. forcément, en revenant, elle revient complètement incognito. Et Oui, puis, ben, à force de creuser, elle va revoir des gens qu'elle connaissait quand elle était petite, dont elle avait plus le souvenir. Et finalement, il y a des bribes mm. qui lui reviennent au fur et à mesure. Donc, évidemment, on ne va pas tout raconter. Mais si c'est une Mm. histoire de famille, c'est aussi une histoire d'amitié finalement, Oui, parce que, enfin, de cette amitié qui finalement ne s'efface jamais, ouais, même des années après. Des gens qu'on oui, voit plus pendant, et puis quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu la veille. oui, ouais, c'est bizarre. Enfin, j'ai voulu que ce soit assez naturel. Et puis, il a eu beaucoup d'importance, évidemment, puisque c'est par lui qu'elle a appris le décès de sa grand-mère, puisqu'on lui avait même caché, de sa mère, pardon. On lui avait même caché la mort de sa mère, ce qui est un peu dingue. Pour info, enfin, ce truc-là, je l'ai pas inventé spécialement. Je me suis inspirée d'un documentaire sur un secret de famille, justement. Et c'est exactement ça, en fait. Les enfants, ils étaient deux, ils ont appris la mort de leur mère 2 ans après. Ouais, c'est ça. Parce que d'ailleurs, Ça j'ai souligné, paraît dingue. ouais, dans le texte, tu dis d'abord qu'elle est partie, et puis après, on ne sait pas quand elle rentrera, et enfin, elle ne rentrera pas. Mais effectivement, Mm. tu ne dis pas qu'elle est décédée, et donc Adèle l'apprend 2 ans plus tard par les Oui, copains qui oui, se moquent d'elle, oui, quoi. oui. Bah, si, à un moment, je dis qu'elle est rentrée entre quatre planches, mais oui, elle est Oui, revenue entre quatre planches, mais sans qu'Adèle le sache, voilà. Oui, oui, tout le monde a fait en sorte de lui cacher la vérité, y compris tous les gens de l'île, puisqu'en plus, à Ouessant, tout se sait, évidemment. Ils sont peu nombreux sur l'île, et, c'est une espèce de vie en communauté et en huis clos bah, toute l'année, quoi. Et donc voilà, Et Marie a eu un gros rôle là-dedans, justement, dans hum, ce fait de pas dire à Adèle, et voilà, c'est sa responsabilité aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'Adèle, elle retrouve sa grand-mère, mais pas dans des bonnes dispositions, parce qu'elle a compris par un sous-entendu de son père dans la lettre que sa grand-mère elle-même était finalement, enfin, avait des choses à se reprocher dans cette histoire. faisait partie du complot. Mm. Bah, de toute façon, dans les sociétés de famille, tout le monde a une part de responsabilité. Oui, bah oui, entre ceux qui savent et qui disent Puis rien, ceux qui, après, c'est trop oui, tard. Enfin bref, oui, ceux qui ne cherchent pas. point de suspension. Alors, Ouessant, justement, j'ai regardé un peu. En fait, c'est situé à 25 km de la côte bretonne. C'est Mm. vraiment la terre la plus occidentale de France métropolitaine. C'est ce qu'on appelle le bout du monde. Mm. Tu disais tout à l'heure que tu y étais allé 4 fois pour les Mm. besoins de ton écriture. Ou alors, c'était peut-être une excuse, on ne saura jamais. Adèle, elle est photographe dans le livre. Est-ce que tu écrivais quand tu étais à Ouessant, ou est-ce que pour écrire quand tu n'étais pas à Ouessant, par exemple, tu as pris des notes, tu as fait des photos pour te replonger dans le lieu? Comment tu t'y es prise finalement? Oui, alors j'ai pas écrit là-bas parce que le temps était relativement compté quand même si en fait, il y a une résidence d'écrivain au Créache, enfin pas dans le phare, mais dans le sémaphore à côté. J'aurais adoré y passer quelques mois. On peut y passer entre 1 et 4 mois. Bon voilà, ça s'est pas fait parce que c'était trop complexe et j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt. Tu leur as envoyé Mais ou pas? comment? Tu leur as envoyé le roman depuis pour une prochaine résidence Euh, d'écriture? En fait, c'est la même association qui organise le salon littéraire insulaire. Donc je suis invitée mi-juillet. Donc ils m'ont quand même repéré. Voilà, bref.
Mais non, j'ai pris beaucoup de photos. Alors moi déjà, je suis une folle de photos, donc j'en fais énormément. Donc par exemple, pour te donner un ordre d'idée, l'année dernière, quand j'y suis allée la première fois, enfin c'était la deuxième fois, mais première fois de l'année, j'ai fait 1200 photos en Ah, 4 mais jours. c'est énorme. Ouais, je suis un peu une dingue. Et c'est marrant parce que donc j'y suis allée 2 autres fois, un peu de façon un peu plus courte. Et donc j'ai écrit mon roman, la première version. Et après avoir écrit la première version, j'y suis retournée fin octobre, puisque mon roman commence fin octobre. Et je voulais être sûre d'avoir le bon décor, les bonnes couleurs. Parce que c'est pas la même végétation, c'est pas les mêmes couleurs évidemment d'une saison à l'autre. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis allée à Ouessant avec des lectrices et il y avait des tapis de fleurs roses, dont j'ai encore oublié le nom, mais bon, c'était hyper beau, mais j'avais jamais vu justement ces petits tapis de fleurs roses là-bas. Et donc voilà, en octobre, c'est très différent. Il y a plein de fougères fanées, c'est très marron, le vert est très soutenu, enfin bref. Et j'avais besoin d'y aller sur vraiment à la saison où se passe mon roman, donc j'y suis allée spécialement. Et bien sûr, j'ai fait des modifs dans la version 2, j'ai fait des ajouts, enfin des choses comme ça. D'accord, ok. Mais j'ai Donc pas tu te écrit une ligne là-bas, ouais, pas une. on sait jamais, Non. peut-être pour une autre histoire. Oui, oh bah j'aime bien changer à chaque fois, tu vois. Non, je vais pas réécrire un livre sur Non, pas Ouessant. Je pense que c'est bon, j'y écrire un fais livre ma sur part. Ouessant, mais à Ouessant sur un Ah autre lieu sur l'histoire, oui, ce tiens. serait super. Ça, c'est possible. Parce que c'est vraiment un lieu que j'affectionne beaucoup et qui m'émeut beaucoup et où j'aimerais aller régulièrement. Alors, il y a une question dans le chat, c'est Françoise Bianco qui dit: je ne sais pas si je le lis d'abord ou si je l'écoute. Votre avis, est-ce qu'il faut d'abord le lire en audio ou en version papier d'après vous? C'est pas simple. Alors ça, c'est marrant déjà de le lire 2 fois, enfin d'avoir envie de le lire 2 fois. Parce que la plupart des gens choisissent quand même l'un ou l'autre. Ouais, mais c'est pas le même plaisir, je trouve, je suis d'accord Oui, oui, avec c'est François. vrai. J'aurais tendance à dire d'abord la lecture papier, moi. Mais bon, parce que je pense que l'autre oriente plus, Oui, Oui. alors qu'on peut oui, plus on laisser peut se l'imaginaire, faire sa voix. je crois. Ouais. Il y en a qui font les Oui, oui, c'est vrai. parce que moi, je suis une grande fan des livres audio et ça m'arrive parfois de démarrer en audio et de finir en papier. Ça dépend Ah des oui? livres, de la complexité ou l'inverse, tu vois, de démarrer en papier et de finir en audio. Bon, c'est sympa aussi, en fait, de jongler entre les deux. Il y a Noémie, quelqu'un d'Audiolite qui a dit en audio, bah oui, forcément, c'est logique. Ouais, évidemment. mais oui, t'as raison. J'ai une lectrice là, j'ai vu là ce week-end. Elle a commencé en papier, puis elle s'est mise à jardiner dans le week-end. Elle a poursuivi en audio et Bah ouais, elle fait sa lecture par morceaux, mi-papier, on mi-audio. peut pas lire en papier au volant de sa voiture. Ah non, Voilà. Passer de l'un à Non, l'autre. mais c'est c'est déconseillé. hyper bien. Moi, j'adore lire en audio. Justement, ça permet de lire plus parce qu'on peut lire à des moments où on a besoin de nos mains pour cuisiner ou repasser ou conduire et tout ça. Et c'est hyper agréable de pouvoir compléter. Moi, j'arrive pas à lire assez à mon goût, surtout en ce moment. Bon, bah, heureusement qu'il y a l'audio. Ça me permet de lire un peu plus. T'es une grande lectrice, Laure. T'aimes bien. Bah, pas assez, non. Je pense qu'il faut que je sois un peu moins sur les réseaux sociaux déjà. Non, C'est vachement chronophage et je me dis que je lirais plus si il y avait pas Instagram, tu vois. ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui réagissent et qui ont les mêmes habitudes, hein, qui passent de l'un à l'autre dans le chat. C'est très sympa. Merci de nous faire partager Mm. votre vie parce qu'on n'est pas toute seule. Alors, Noémie, toujours dans cette interview pour la sortie du livre audio, on te demandait de décrire le livre de Laure en 3 mots. Est-ce que tu te souviens des 3 mots? C'est un piège. Tu avais... Oui, je crois que j'avais dit bouleversant, Ouais, tout à fait. palpitant, Mm. Exactement. intrigant. Exactement. Bravo. Donc c'est juste, tu vois, Ouais. c'est bien, Est-ce c'est que tu pourrais bien. développer pour nous un tout petit peu enfin, comment tu as choisi ces 3 mots? Bah, bouleversant, je pense qu'on l'aura compris. Si vous êtes là depuis le début du live, on a beaucoup parlé d'émotions, de sensibilité. Déjà, la grande sensibilité d'Adèle. Parce que si elle n'arrive pas, à rester avec un homme aussi, c'est peut-être parce qu'elle est un peu trop sensible, entre autres. Et puis son histoire, là, on vient de découvrir qu'elle est orpheline. Donc, bouleversant, on y est. Euh, palpitant, c'est qu'on suit ça comme une enquête en fait, Mm. parce que il y a des silences, il y a des secrets, il y a des non-dits. Forcément, les silences créent des interprétations diverses. Donc, on s'imagine des choses, on projette des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Et Adèle, la première, se projette des choses et elle a un besoin viscéral d'avoir
le vrai de tout ça. Et intriguant, c'est un petit peu dans la continuité de tout ça. Parce que Laure a le pouvoir de nous emmener vers des fausses pistes. Et on se dit, on anticipe un peu, on a envie d'anticiper en se disant, ça serait bien qu'il se passe ça. Et puis en fait, il se passe quelque chose qui était complètement inattendu. Oui, je suis d'accord. Tu as le don. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès, évidemment. Mais comment tu fais ça alors? Raconte-nous. Non, mais ouais, alors là, comme le disait Noémie, c'est par anticipation. En fait, on imagine vite. Et puis en fait, après coup, on se dit, mais non, en fait, elle est très claire. Et puis parfois même, moi, il m'arrive de revenir quelques pages en arrière pour voir, c'est pas si tu as commis une erreur, c'est plus de savoir pourquoi j'ai interprété pas de la bonne façon. Ça m'agace et ça m'amuse beaucoup à la fois. Ouais. Bah, j'avais dans mes objectifs, on va dire, de créer une forme de suspense. Évidemment, j'écris pas un polar, on est d'accord, mais il y a quand même une vérité à découvrir. Et puis, en effet, je voulais créer des petites fausses pistes que le lecteur croit quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'est pas la vérité, ou projette quelque chose qui ne va pas exister. Et ça, c'était voulu. Ouais. Et bon, évidemment, avant d'écrire, j'échafaude pas mal de mon intrigue, je fais des documents, je fais toute une chronologie. Mais c'est assez marrant parce que bon, je peux pas trop en dire, mais il y a quelque chose qui concerne un personnage où arrivé je sais pas, au premier sixième du livre, quasiment au quart, je savais pas encore quel serait son statut, on va dire, je vais dire statut. J'avais pas encore, je m'étais pas encore décidée. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, c'est oui, c'est non, mais faut que je sache, quoi. Et au début de l'écriture, j'étais pas encore sûre. Et je regrette pas parce que je pense que ça aurait beaucoup manqué à l'histoire. D'accord. Alors, après ce live, on fera un live off pour ceux qui l'ont déjà lu. C'est bon. Alors, du coup, là, on tourne autour des silences, absolument. Effectivement, ils sont magiques dans ce livre parce que ça laisse à interprétation et en même temps, ça veut dire beaucoup de choses, le silence. Je voulais te demander comment t'es venu ce titre. Est-ce que tu l'as eu tout de suite? Est-ce qu'il est venu au fil de l'écriture? Et parce que je trouve qu'il est extrêmement bien choisi. Merci. Alors, déjà, je voulais avant tout, parce que j'ai des titres qui sont à peu près toujours déterminants non, complément du nom, enfin mes anciens titres. Donc j'avais déjà dit à mon éditrice, j'aimerais vraiment changer, tu vois, j'allais pas appeler ça l'île des silences ou je sais pas quoi, je voulais sortir de ce truc-là. Après, j'ai fait une liste de plusieurs titres, j'ai proposé plusieurs titres à mon éditrice comme je fais en général. Et je savais pas tout de suite ce que disent les silences. J'ai trouvé après, on a d'abord débriefé, brainstormé sur voilà, parce que au début j'avais aussi des titres avec des mots comme regret, etc., mais qui étaient des mots un peu plus négatifs. Après, il y a pas mal de titres aussi avec le mot silence, donc fallait pas non plus que ce soit un titre qui ressemblait trop à un titre existant. Bref, mais j'y tenais vraiment quand je l'ai trouvé. Je trouvais que parce que ce que j'aime bien, c'est justement un peu comme dans La délicatesse du homard ou La mélancolie du kangourou, il y a la même chose, cette espèce de paradoxe. Voilà, les silences, par définition, ça ne dit rien puisque c'est muet, puisqu'on n'entend rien. Et en fait, derrière, il y a plein de choses. Et donc, oui, je suis très contente de ce titre et on m'en parle souvent et il interpelle et en même temps, il est parlant. Enfin. Justement, comment il est accueilli par tes lecteurs fidèles? C'est ton 10e livre. Comment tu étais déjà allée en salon? Là, tu as dit que tu étais à Limoges. Ouais. On a fait plein. Ouais. Tu es allée sur les routes. Tu es très présente auprès de tes lecteurs. Sympa, merci. Je vais en Belgique demain. Coucou les Belges. Ben voilà. Ouais, l'accueil est super. Vraiment, l'accueil est super. Il a très bien démarré. Donc pour l'instant, c'est mon roman qui démarre le mieux. Les lecteurs sont au rendez-vous. Alors, il y a aussi, je pense, l'impact, il y a le titre, il y a aussi mes lecteurs fidèles qui, même maintenant, ne lisent même plus la 4e de couverture et prennent mon dernier roman parce que c'est mon dernier roman. Et ça me touche évidemment énormément. Et puis, il y a aussi, voilà, cette couverture qui est quand même assez magnifique, même archi complètement magnifique, que j'ai choisi aussi, enfin, que j'ai choisi, ouais, j'ai demandé aux éditions Michel Lafon de travailler, oui, enfin, de voir avec Mathieu Riverain, qui est le photographe qui a fait cette photo, mais qui a fait plein d'autres photos d'Ouessant et de Bretagne, et qui est assez connu maintenant, parce que c'est celui qui s'est fait notamment connaître avec Poséidon qui sort de la mer, là, pour ceux à qui ça parle, en noir et blanc, qui est une photo complètement dingue. Et donc voilà, j'ai contacté Mathieu, il fait des fois des stages photo à Ouessant avec des gens. Moi, je m'étais inscrite, mais j'étais sur liste d'attente, malheureusement.
Il est allé en Islande, moi aussi. Enfin bref, on s'est retrouvés en Islande à peu près en même temps. Donc moi, j'ai vraiment cette passion de la photo et notamment des photos bretonnes ou islandaises, quoi. Et donc voilà, cette photo, ouais, je la trouve très belle. Avec au niveau de la créa de Michel Lafon, ils ont éclairci un petit peu la photo d'origine qui était quand même beaucoup plus sombre. D'accord. Mais voilà, je voulais qu'on voit le phare du créage sur la couverture, c'était primordial pour moi puisque c'est le lieu central de mon histoire. Et puis voilà, on voit la mer tempétueuse et qui est un peu à l'image d'Adèle. Ah oui, je peux te dire quand même qu'il y a deux titres qui ont vraiment qui sont restés longtemps un peu dans nos têtes ou comme titre provisoire, c'était Et puis Ouessant ou Comme la mer. Et Comme la mer, pour moi, c'était Adèle parce qu'elle est comme la mer. Ouais. Sauf que Comme la mer, avec tu vois ce titre-là avec la mer, ça n'apporte rien. Enfin, ça fait mer sur mer, donc il manquait un vrai quelque chose. Ouais, c'est un vrai boulot, hein, de Ouais, trouver son titre. trouver le titre et la couve, ouais, complètement. Mm. Comme la mer, c'est vrai que c'était pas aussi impactant, je trouve. Ouais, voilà. Changer. Ok, très bien. Je vois plein de réactions de personnes effectivement qui disent plus la quatrième de couverture, qui tombe à chaque fois dans le panier, etc. C'est sympa. Qui disent que la est très jolie. Donc c'est une vraie photo, hein, c'est pas une illustration. On est Ah, d'accord. Hein. complètement, ouais. Okay. Mm. Je m'étais noté aussi parce que je vois que ton fil il est 7h26, il nous reste 4 minutes. Waouh. Noémie, Moi, j'avais j'ai une pas question l'heure. absolument te poser. Tout à l'heure, je crois que le livre audio il fait 10h11 précisément. Je voulais savoir combien de temps ça prend d'enregistrer un livre audio pour finalement une lecture ensuite une écoute de 10 heures. Comment ça s'est passé? Je crois qu'on a passé, alors si je dis pas de bêtises, on a passé 4 jours. D'accord. 4 jours, mais c'était des journées complètes. Non, on avait une demi-journée. Parce que soit on enregistre le matin, soit on enregistre l'après-midi. Et là, je crois qu'on a fait une journée complète, une matinée et 2 journées complètes. Et tu arrives avec ta voix, du coup, c'est ça, à parler toute la journée, à enregistrer toute la journée? Je bois du thé, beaucoup. Il y a des secrets aussi il y a des secrets d'écriture et des secrets de lecture à voix haute. Il y a des trucs, il paraît qu'il faut pas boire de café. Bon, moi je bois quand même du café, hein. Non, mais c'est vrai que je bois beaucoup en revanche, beaucoup de thé. Pendant la lecture, je bois pas de café, plutôt du thé et de l'eau, beaucoup d'eau. C'est vrai que je bois beaucoup. Et puis non, on fait des pauses en fait, on fait pas mal de pauses. Non, ce qui est fatigant aussi, c'est les yeux parce qu'on lit sur un pad et c'est l'écran, ça fatigue. Ah, tu lis pas? Et puis l'attention que ça Oui. demande. Plus C'est que logique. la voix, parce que finalement la voix, en plus comme on est en studio avec le micro, on n'a pas à porter la voix, c'est pas ça. Oui. Mm. Je l'ai fait un petit peu, moi, tu sais, Oui, pour les dominos. tout à fait. Donc, j'ai participé, enfin, j'ai eu cette expérience-là et c'est très Non, sympa. t'avais lu Comment? les remerciements? Non, je me souviens plus. Non, j'ai lu aussi tous les flashbacks et l'épilogue. J'ai à peu près 1 heure et quart sur le CD précédent. D'accord. Alors, exact. D'ailleurs, oui, j'avais pas. Moi, je n'ai pas écouté les dominos en audio, mais je voulais pas oublier de dire que il y a L'ivresse des libellules qui est disponible chez Audiolib. Il y a Le sourire des fées, il y a Le craquant de la nougatine et Les dominos de la vie, qui était donc paru en grand format l'année dernière, donc en audio aussi, et qui est paru en poche depuis. Ça me permet de faire le lien avec une question qui avait été posée par Papotage Livresque. Par quel roman commencer quand on ne t'a jamais lu? D'une façon La générale. bonne question. Alors, c'est marrant parce qu'en salon, Alors, comment? d'abord, par quel roman commencer quand on ne vous a jamais lu et lequel de vos romans se prête le plus à l'audio, d'après vous? C'est 2 questions en une. Oui, ouais. Alors, par lequel? Je sais pas. J'ai des romans qui sont vraiment à part dans ma bibliographie, comme L'embarras du choix ou L'ivresse des libellules, qui sont vraiment à part, je trouve. J'ai aussi Histoire d'un, qui est un roman par mail, qui est encore aussi un peu à part. Donc, je sais pas, parce qu'en fait, en salon, je vois bien que les gens, ils sont pas forcément attirés par les mêmes livres. Il y en a beaucoup qui me découvrent avec La délicatesse du homard, parce que c'est le plus connu, on va dire, et qui l'ont vu en librairie et passé à droite à gauche, et où on leur a conseillé. Donc, ils commencent par La délicatesse du homard, mais il y en a qui commencent avec L'ivresse des libellules. Il y en a qui commencent avec mon recueil de textes la toute dernière fois. C'est très varié. Donc, en fait, Et sur il faut le... aller Pardon? rencontrer en salon
pour Ouais. faire connaissance. Non, puis bah, il faut se faire son idée, ou il faut lire des quatrièmes de couverture et voir ce qui attire. Je pense qu'il faut fonctionner à l'instinct et à l'intuition et voir ce qui nous convient. En plus, selon le mood dans lequel on est, franchement, on a plus envie de lire tel ou tel livre. Et puis moi, j'aime bien changer de livre en livre. Donc vraiment, je pense pas qu'ils soient tous sur le même moule. Donc ça se tente. Et sinon, pour la question sur le livre audio, je suis pas sûre qu'il y en a un qui se prête plus. Euh, je, ça me, je saurais pas trop répondre à cette question. Bah, celui-ci, je dirais, puisque c'est celui Bon. du jour. Je crois Bah voilà, qu'on commence voilà. Exact. par là. Il est 7h30. Je vous remercie, mesdames, pour cette sympathique soirée, début de soirée. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Oui. Sur les coulisses de l'écriture et de la lecture en audio, c'était extra. Il fallait, je n'oublie pas de vous dire deux choses. Alors déjà, il y avait un concours qui avait été organisé par Audiolib, donc dans le cadre du mois du livre audio. On vous avait demandé de poser des questions, on n'a pas pu toutes les poser, mais c'est Eva qui a gagné le livre audio, qui doit donc nous contacter en message privé pour nous donner ses coordonnées. Elle recevra le livre et qu'elle pourra écouter. Et puis, Noémie, je m'étais noté que tu seras au Festival de Ramatuelle le 31 juillet dans la Var. Oui, tout à fait. Tu veux nous en toucher un petit mot, vite fait? Ah bah, c'est un spectacle qu'on a commencé en 2019, qui a après été joué à Antibes. Donc, on a créé le spectacle à Antibes au théâtre Antea, qui est le théâtre de Daniel Benoît, le metteur en scène. Et c'est Michel Boujna qui joue Harpagon. Après Antibes, on est allé au Théâtre des Variétés, où l'accueil a été fantastique. On y est resté plusieurs mois. Et après, on est parti en tournée, beaucoup en France, mais pas mal en Suisse aussi. On a même été à Aoste, en Italie. Excellent. Et là, on sera à Ramatuelle pour la toute dernière représentation. Super. C'est émouvant. Noémie. Et Laure, du coup, tu pars en Belgique demain? Oui, Et et ensuite, je serai en dédicace chez Cook and Book mercredi soir à 19h. ok. Et voilà, j'y vais aussi pour de la promo. Comment? On peut te retrouver où en France? Alors, les prochaines dates, c'est Barentin samedi prochain. Après, je suis à Giromagny et Redisheim en médiathèque avec toi. À la Fnac d'Angers avec toi. Et puis le salon de Vannes. Voilà. Et le mini Saint-Maur-en-Poche qui aura lieu, enfin en tout cas pour moi, le 18 juin. Super. Eh ben merci à toutes et à tous. Merci. Ce live sera disponible en replay immédiatement sur le compte Audiolib. Et puis je vous souhaite une belle soirée et de bonnes lectures. Au revoir. Merci à Merci. tous. Au revoir. Merci à vous les filles. Bye. Merci.